Mesdames, Messieurs, bon dimanche et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cet amphithéâtre dominical politiquement incorrect. Le 16 janvier 2019, au Palais de l'Unité de Yaoundé, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a donné ses directives aux membres du gouvernement réaménagé le 4 janvier 2019. Cette séance de travail, qui avait pour unique point à l'ordre du jour la communication officielle du président de la République, vous paraît-il cohérent avec les exigences d'efficacité recommandées au gouvernement? Cette rencontre, qui se tient pratiquement un an après le dernier conseil de ministres, ne donne-t-il pas l'impression que le président de la République a purement et simplement rempli une formalité que prévoit la législation sur la tenue et la périodicité des séances de ce cadre de concertation institutionnelle? Quel est le bien fondé des conseils de ministres au Cameroun? Le Cameroun, sous l'ère du renouveau politique, est-il en phase avec la visée politique d'une telle rencontre? Le sujet est en débat ce dimanche dans le cadre de Politiquement Incorrect. En outre, le président de la République a annoncé la tenue des prochaines échéances électorales, notamment les municipales, législatives et régionales. Dans la chronologie, comment, selon vous, doit être structurée ces élections à venir? La tenue de ces élections régionales augure-t-elle en réalité la fin des gouvernorats dans les régions et les exécutives communautaires dans les villes urbaines? Quel est véritablement le rôle du Conseil de région au Cameroun? On en parle en première dorsale de cette émission politiquement incorrecte ce dimanche. Nous parlerons également du salaire des fonctionnaires. Le Cameroun fait office de mauvais élèves. Selon un récent rapport de la Banque mondiale, le Cameroun est donc le pays où les agents publics ont des salaires les plus bas en Afrique au sud du Sahara. Des revenus qui varient entre 44 000 francs CFA et 330 000 francs CFA pour les salaires de la catégorie la plus élevée de la fonction publique. Comment comprendre cette situation dans un pays qui claironne son émergence à l'horizon 2035? Cette situation n'est-elle pas à l'origine des malversations décriées jusqu'ici? Quelles solutions pour valoriser les salaires des agents publics et les salaires au Cameroun en général? C'est la deuxième thématique inscrite à l'ordre du jour de cette émission politiquement incorrecte. Et en dernière dorsale, nous parlerons de l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Quelle chance pour la réconciliation en Côte d'Ivoire? Cette remise en liberté ne remet-il pas en débat la question du statut de la Cour pénale internationale? Voilà les trois sujets, mesdames, messieurs, inscrits à l'ordre du jour ce dimanche dans le cadre de cette émission politiquement incorrect. Le code de conduite reste inchangé, ne rien dire pour plaire, tout dire pour édifier. La science est de retour à la télé. A tout de suite. Et pour débattre autour de cette thématique ce dimanche, un panel de choix. Et je vais commencer par mon extrême gauche, le docteur Raymond Adengoyo, qui est juriste et publiciste. Merci d'être venu ce dimanche dans le cadre de cette émission politiquement incorrecte. Je vous remercie. Juste à proximité de vous, on a également le docteur Narcisse Koum. Il est stratégiste. Vous étudiez la stratégie militaire théorique, hein, je crois que c'est cela. Géostratège, spécialiste du Sahel et de l'ouest de l'Afrique. Bon dimanche et merci d'avoir accepté notre invitation, docteur. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et je voudrais aussi vous dire le plaisir que j'ai à partager ce plateau avec des personnalités. Et plus précisément, mon grand frère, le docteur Adengoyo. De l'autre côté, on a maître Julio Chachou Ngotabe. Il est avocat au barreau du Cameroun, militant et cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Barista, bon dimanche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Yves, bonjour. Bonjour éco-panélistes et bonjour téléspectateurs. Juste à proximité de vous, un autre militant et cadre du social-démocratique front, cette fois-ci le parti de la balance, Xavier Belé-Mernon, est le chargé de la communication du social-démocratique front dans la région du littoral. Merci d'être venu ce dimanche. C'est nous qui vous remercions pour l'honneur que vous nous faites en nous invitant à votre émission. On va donc ouvrir les hostilités avec la première thématique inscrite à l'ordre du jour, notamment la tenue de ce conseil de ministres qui a été
présidé par le président de la République, Paul Biya. Mais on va dire un mot rapidement sur l'actualité de quelques-uns des panélistes ce dimanche. D'abord avec le social-démocratique Front qui annonce un mouvement pacifique pour le 23 janvier prochain. C'est un mouvement de protestation, dit-on, de dénonciation également, en rapport avec le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Est-ce que j'ai bien recadré l'enjeu de cette marche pacifique? Le comité exécutif régional SDF pour le littoral qui s'est tenu en début de mois de décembre avait donné quitus au président régional d'organiser des manifestations quitus suite au retrait du Cameroun à l'organisation de la CAN 2019. Parce que c'était humiliant et c'est scandaleux. C'est ça qu'on devra dénoncer le 23 et avec tous les partenaires de la société civile et le SDF le 23 à travers la plupart, le maximum des arrondissements de la ville de Douala. Alors Xavier, vous avez saisi les autorités compétentes pour cette manifestation? Oui, effectivement. On vous oppose une fin de non-recevoir. Hein. Bon, jusqu'ici, ce n'est pas encore le cas. Nous avions effectivement déclaré ces manifestations dans les 3 sous-préfectures qui sont Douala 1er, Douala 3e et Douala 5e. Et tous les sous-préfets ont reçu, ont déchargé. Malheureusement, celui de Douala 5e a refusé de décharger. Mais nous attendons d'ici là les récépissés de déclaration. Donc vous n'allez pas braver l'autorité publique. Hein, non, nous sommes encore dans la légalité et que ces sous-préfets, ces administrateurs respectent encore la loi. Tout le monde respecte. Parce qu'il faut faire une précision de taille. Ce n'est pas l'OSIF qui est dans l'illégalité. C'est l'autorité administrative au Cameroun qui se met dans l'illégalité en refusant tout simplement à délivrer un récépissé de manifestation alors que le législateur, la loi est claire. C'est-à-dire que l'organisateur vient déclarer et l'autorité, tout ce qu'elle fait, c'est de délivrer un récépissé. Ce n'est pas une autorisation. On ne va pas dire, c'est ce que la loi dit. C'est ça l'esprit de la loi. Ça, c'est ce que le législateur au Cameroun a fait dans les lois de 90. Mais sauf que nous assistons tout simplement à l'abus de l'autorité administrative qu'elle se donne le pouvoir d'interdire les manifestations systématiques de l'opposition et en face autorise celle du RDPC. Peut-être parce qu'il y a des antécédents. Non, il n'y a pas des antécédents. Un parti politique comme l'OSIF est une organisation politique régulièrement connue et qui siège dans plusieurs instants de la République et qu'une manifestation pacifique n'est pas une guerre. Et dans le cas de l'espèce, le scandale de la CAN, c'est très grave. Il faut dénoncer ça. Et il faut que tous ces gens soient connus. C'est pour ça que dans ces déclarations, si vous les aviez, on l'a envoyé dans votre rédaction, si vous les lisez bien, le coin d'achoppement, c'est au niveau des différents palais de justice qui jonchent la ville de Douala, pour dire qu'il faut que ces magistrats, ceux du ministère public, puissent, comme dit la loi, s'auto-saisir de ces dossiers et traîner en justice tous ceux qui sont en rapport avec ces scandales financiers énormes. Parce qu'il s'agit là de l'argent du contribuable qui a été siphonné et vampirisé par ses responsables. Très bien. On sait également que vous avez opté pour la prochaine session parlementaire également d'envisager l'idée justement d'une commission d'enquête parlementaire pour se pencher sur la question. Notre groupe parlementaire a déposé malheureusement on va voir si la trajectoire de ce dossier aboutira quand on connaît également les issues qui sont réservées à de telles requêtes au Cameroun. Je veux qu'on dise un mot rapidement sur le docteur Nassi Koumou. J'y arrive justement. Je rappelais simplement qu'au niveau des universités aujourd'hui, il y a quand même cette bonne nouvelle avec le recrutement qui a été annoncé par le président de la République, Paul Biya. Votre cas est tout à fait atypique pour un docteur d'université avec le bagage qu'on vous connaît. La question de l'insertion est une préoccupation pour vous en particulier. Effectivement, c'est de plus en plus compliqué de s'insérer professionnellement aujourd'hui quand on a un doctorat. Ça fait à peu près 1 an que j'ai mon doctorat et je n'ai pas une insertion professionnelle acceptable pour l'instant. Et heureusement, on a eu une annonce très forte du chef de l'État qui a instruit au gouvernement de recruter des docteurs. Nous espérons, moi particulièrement, on fait partie de ceux-là qui seront, ils vont faire partie des élus. Voilà. Mais vous savez, quand on a un doctorat, l'enseignement n'est qu'une partie, n'est-ce pas, des activités qu'on peut mener. Donc ça veut dire que nos savoirs, nos connaissances peuvent être mises à disposition auprès des organisations privées, des organisations internationales, pour, n'est-ce pas, leur apporter notre expertise, nos connaissances sur des domaines bien spécifiques de la société.
Entrons donc dans le vif du débat et merci d'être venu ce dimanche. On va donc commencer par ce Conseil de ministres. Maître Achujul Nkotabé, le président de la République Paul Biya a réuni le premier gouvernement sous l'ère John... J'y arrive, j'ai pratiquement perdu le fil de mes idées, mais le premier gouvernement post-électoral, et effectivement, il y a eu des directives qui ont été données. La première question que je voudrais vous adresser, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un conseil de ministres qui paraît cohérent au regard des exigences d'efficacité que le président a prescrit à ce gouvernement de Joseph John Gouti? Oui, effectivement, vous savez, nous, c'est le chef de l'État qui détient la souveraineté du peuple, de ce pays. Et c'est sa politique, n'est-ce pas, qui est exécutée par le gouvernement en place. Donc il est tout à fait normal que chaque fois, n'est-ce pas, qu'il y a peut-être un renouvellement du gouvernement, et surtout lorsqu'il y a un nouveau Premier ministre, il est tout à fait normal qu'il est convoqué pour une réunion de concertation et de directives. Parce que là, il n'y a pas de discussion en tant que telle. C'est une réunion, n'est-ce pas, de connaître peut-être tous les nouveaux entrants. C'est un moment, n'est-ce pas, que tous les ministres se trouvent autour du chef de l'État pour écouter, n'est-ce pas, directement de sa bouche, n'est-ce pas, les directives qu'il donne, n'est-ce pas, sur la politique à exécuter sur la place publique. Mais maître, on aurait attendu que le chef de l'État puisse évaluer jusqu'ici le chemin véritablement parcouru. Vous savez, il y a des méthodes que ça se fait. Ce n'est pas lors du cabinet des ministres que le chef de l'État essaie d'évaluer quoi que ce soit. C'est lorsqu'il s'exprime, n'est-ce pas, au peuple. C'est au peuple qui doit rendre compte, n'est-ce pas, de sa gestion. Ce n'est pas au ministre. C'est pour cette raison que chaque fois, il a eu à être élu par le peuple. Parce que c'est là où il exprime, n'est-ce pas, là où les gens voient, n'est-ce pas, la réalité de sa politique. Et comment fait-il donc pour évaluer ces ministres-là s'il ne prend pas la peine de dresser le bilan de tout ce qui a été fait? Vous savez, chaque ministre, n'est-ce pas, présente, n'est-ce pas, sa politique à l'Assemblée. C'est ce que les gens oublient. Le Premier ministre, c'est lui qui fait le bilan, n'est-ce pas, de chaque année de gestion. Et c'est à l'Assemblée que ça se fait. Il faut d'abord vérifier. Vous allez voir systématiquement chaque année. Chaque Premier ministre, n'est-ce pas, déclare ce qui a été fait pendant l'année en cours. Et le chef de l'État, son rôle, il gère seulement le système au niveau macro, pas micro. Parce que macro, c'est lui, et micro, c'est le Premier ministre et les ministres. Et chaque ministre doivent chaque année faire des déclarations auprès de l'Assemblée. Et c'est pour ça que vous pouvez bien remarquer qu'à l'Assemblée, il y a des moments où ça de questions. Qu'on leur pose des questions sur certaines actualités, n'est-ce pas, réalisées pendant le cours de l'année. C'est comme ça que ça se passe ici. Xavier, le président de la République a tenu une session du Conseil des ministres. C'est pratiquement plus d'un an après la dernière session qui s'est tenue au Palais de l'Unité de Yaoundé, avec seul point à l'ordre du jour, la communication officielle du chef de l'État. Au regard du timing de cette rencontre, vous avez l'impression que c'est cohérent avec l'efficacité recherchée pour ce gouvernement-là? Et d'abord, je vais dire une chose, c'est que le conseil ministériel, au vu dans un pays qui se respecte, c'est l'instance officielle d'évaluation des projets et des réalisations, et puis de régler et d'arbitrage des conflits interministres dans un État, dont le chef d'État doit arbitrer. Je vais prendre un exemple simple. Moi, je suis très surpris que Maître Achou, qui est à ma droite, puisse trouver un conseil ministériel. Il parle de ça comme une histoire banale du quartier. C'est le moment sérieux où le chef d'État évalue ses ministres, où il fixe des objectifs. Et quand vous me dites il y a un an, moi je me souviens même plus la dernière fois qu'il y a eu un conseil ministériel. Donc vous me supprenez que c'est seulement il y a un an. Et puis c'est grave. Ça veut dire que le pays a un problème de gouvernance grave. On ne peut pas régler. Je vais prendre un exemple d'une entreprise, une société à responsabilité limitée, qui a un chiffre d'affaires de 100 millions seulement, tient son conseil de direction tous les lundis matins. Parce que tous les responsables, le directeur, c'est-à-dire que le top management, a le temps de mieux manager, parce que les gens ont des objectifs à une semaine. Les objectifs sont hebdomadaires pour qu'une entreprise soit efficace. Imaginez-vous donc l'État qui a 4 850 milliards, avec 25 millions d'habitants, et qu'on peut tenir un conseil ministériel et dire que non, il a une télécommande quelque part magique pour téléguider, c'est les êtres humains. Mais c'est un scandale. Et puis de deux, qu'est-ce qui se passe? Le chef d'État arrive en 15 minutes, le temps de saluer les uns et les autres,
et de faire un discours et de partir. Moi, je pense que soit, je ne sais pas où on se retrouve, le Cameroun, c'est une curiosité planétaire. D'ailleurs, dans d'autres pays, le conseil ministériel est hebdomadaire. Par exemple, l'exemple de la France, du Gabon et du Sénégal, vous citez que les quelques-uns, le conseil ministériel là-bas, c'est hebdomadaire, c'est tous les mercredis. Parce que c'est le moment important. Et c'est dans le conseil ministériel qu'on prépare les décrets présidentiels. Parce que le chef, parce qu'à partir des rapports que les collaborateurs, parce que les ministres, c'est les collaborateurs du chef de l'État. Le chef d'État gère la République à partir de ses ministres, à partir des départements ministériels. Il est tout à fait, c'est même une obligation républicaine pour lui de les évaluer toutes les semaines pour pouvoir régler tous les conflits possibles et tous les problèmes. Là où il y a des difficultés, par exemple, on parlait des histoires de la CAN. Si le chef d'État tenait le conseil ministériel tous les lundis, il devait avoir les rapports des avancements des travaux pour parler banalement, pour que celui qui nous suit en ce moment puisse connaître à peu près de quoi il s'agit. Il devait savoir que soit c'est surfacturé, soit les travaux n'avancent pas, et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision. Et la communication qui en est suivie après le retrait, qui est même encore une communication grave, parce que là, c'est affirmé par le président Lacap, que c'est lui qui est venu informer le chef d'État que les travaux ne pouvaient pas avancer, qui n'était même pas capable de connaître à quel niveau d'exécution des travaux de son propre stade qui porte son nom à Olembe, qui est à quelques 5 minutes de sa résidence officielle. Donc voilà autant. Donc, réduire le conseil ministériel à des périodes éclairs, où quand après un mandat, il tient un conseil ministériel, pendant la séance, il fait 15 minutes, et il invite les gens aux agapes, il rentre chez lui, ça veut dire que le Cameroun n'est pas quelque chose de sérieux pour lui. C'est même un scandale. Docteur Raymond Adengoyo, je voudrais qu'on se questionne notamment sur l'intervalle de tenue de ce cadre de concertation institutionnelle. Peut-être avec cette question qui vous a adressée, vous qui êtes juriste, quel est finalement le bien fondé des conseils des ministres? Merci de me passer la parole. En effet, la question des conseils des ministres, il faut d'abord qu'on s'interroge sur son statut. Et quand on lit la Constitution, l'article 10, on dit le président de la République, après avoir nommé le Premier ministre, fixe les attributions. Il préside des conseils de ministres. C'est au pluriel. Donc ça veut dire que le conseil de ministres, c'est déjà une institution reconnue par la Constitution. Ceci étant, maintenant on peut... la loi est restée muette, on n'a pas dit sur la périodicité, mais du moment, si on fait une extrapolation, quand on dit déjà il préside des conseils, ça veut dire qu'il peut avoir plusieurs conseils au cours de l'année. Bon, maintenant, j'aimerais, si vous permettez, faire une petite nuance. La nuance est ici, le président de la République, certes, peut présider des conseils des ministres, mais on dit que c'est le premier ministre chef du gouvernement qui dirige l'action du gouvernement. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, toutes les questions du travail gouvernemental peuvent se discuter autour du conseil de cabinet que préside le Premier ministre. Et on se dit donc que c'est plutôt cette action qui peut être opérationnelle, cette instance qui peut être opérationnelle, qui peut se faire de manière donc hebdomadaire, à une fréquence voulue. Ça, c'est clair. Bon, c'est vrai avec le monsieur Xavier. C'est clair. En France, par exemple, le Conseil des ministres, il est aussi constitutionnel, mais il y a aussi une périodicité. Vous voyez? Voilà, il y a une périodicité. Ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Mais moi, j'ai juste fait une petite nuance en disant, oui, il peut avoir un Conseil des ministres, il peut présider un Conseil des ministres, à l'occasion, comme disait Maître, à l'occasion soit de la nouvelle équipe gouvernementale. Et maintenant, il relègue l'efficacité du gouvernement autour du Premier ministre qui doit animer le travail du gouvernement. Donc, pour ma part, je pense qu'on ne peut pas, du moins, on ne peut pas être exigeant sur la périodicité. Donc, on ne peut pas penser que le chef de l'État, à travers cette rencontre, a rempli une formalité comme la presse cette semaine l'a évoqué. Bon, c'est une formalité, c'est vrai, mais ça a tout son sens, parce que déjà c'est constitutionnel. Donc, c'est tout à fait normal. Bon, on aurait simplement, au regard des usages, on se serait peut-être attendu qu'à la fin d'un conseil de ministres, au moins qu'il se soit acté au regard soit d'une circulaire portant sur l'organisation du gouvernement au niveau de son travail. Parce qu'on se rappelle que je crois en 2001,
le Premier ministre avait eu à faire une circulaire relative à la solidarité du gouvernement, donnant les axes du travail, les priorités. Il aurait aussi également pu le faire que de faire simplement un discours. Il aurait pu prendre un acte normatif donnant exactement les précisions et les priorités. Du moment où ça devient normatif, ça devient une obligation. Du coup, on se réfère à ça. Donc voilà un peu ce que moi je pouvais dire sur la question. Sur la question du Conseil de ministres, je voudrais également que le docteur Narcisse, comme nous dise quelque chose là-dessus. On s'est beaucoup questionné, on a épilogué énormément sur l'intervalle de ces sessions-là. Tout à l'heure, le docteur Raymond nous faisait observer que la loi ne prévoit pas de périodicité de tenue de cela. Est-ce que le président de la République, Paul Biya, qui a quand même également un conseil de cabinet, on peut comprendre que le président n'ait opté que d'une tenue de ces conseils de ministres à des périodes où il estime être nécessaire de tenir ces engagements-là, quand il y a également un chef du gouvernement qui effectivement coordonne l'action du gouvernement. Vous avez la même lecture de ces périodicités-là? Oui, effectivement, j'ai la même lecture, mais je voudrais ajouter ici que le Conseil des ministres n'est qu'un cadre de concertation du gouvernement parmi tant d'autres. Donc ça veut dire qu'il y a un conseil de cabinet, il y a un conseil interministériel permanent, il y a des comités, n'est-ce pas, ministériels qui se tiennent. Donc ça veut dire que le Conseil des ministres n'est qu'un aspect, un cadre spécifique du travail du gouvernement. Et la circulaire dont le docteur Adengo parlait tout à l'heure fixe, n'est-ce pas, les bases de ce travail-là et précise comment est-ce que cela doit être fait au niveau du gouvernement et au niveau de l'ensemble de l'exécutif. Bon, maintenant, si on rentre dans le cadre de ce comportement, de cette attitude du président, ce que vous n'avez pas eu l'habitude d'avoir ne peut pas vous manquer. Donc, ça veut dire qu'on a eu une habitude que le président de la République tient des conseils ministériels à un intervalle de temps relativement écarté. Mais je peux vous dire que est-ce que on peut se poser une question. Si le Conseil des ministres se tenait régulièrement, est-ce qu'on aurait plus d'efficacité gouvernementale? On ne peut pas le mesurer. Donc, ça dépend des sociétés. Et aussi, puisqu'on a eu un seul gouvernement depuis plus d'une trentaine d'années, on ne peut pas savoir si des pratiques alternatives ou bien différentes sont un gage d'efficacité gouvernementale. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'un gouvernement qui soit lui aussi responsable. Ce ne sont pas des enfants à qui on a appelé tout le temps, dit que bon voilà, voici ce que vous devez faire, comment on le fait, etc. Donc ça dit, on a... Vous avez travaillé un jour, monsieur? Pardon? Vous avez travaillé un jour? Non, on ne peut pas... Non, on ne peut pas... On ne peut pas le mesurer, monsieur. On ne peut pas le mesurer. Moi, on peut voir là une façon d'accorder de la confiance à un gouvernement. Hein? C'est le gouvernement aussi qui doit être responsable. Le gouvernement est en même temps responsable devant le président de la République, mais aussi devant les populations, devant la nation, puisque d'une certaine manière, il est responsable devant le Parlement. Donc, ça veut dire que le gouvernement a une grande part de responsabilité dans la gestion des affaires publiques. Et moi, je vais vous dire, en général, dans d'autres pays, vous avez parlé d'autres pays tout à l'heure, la longueur d'un conseil des ministres dépend de la pratique de chaque président. On va par exemple prendre le cas de la France. Sous Nicolas Sarkozy, quand il y a conseil des ministres, on débat juste sur les grandes questions et les directives données au président. Il n'y a pas de point, il y a un point de débat. Et ce qui peut rendre relativement long un conseil des ministres. Sous François Hollande, il a enlevé le point D des débats. Donc ça veut dire on reste dans le cadre des instructions et des grands dossiers de l'État en ce moment précis. Vous allez voir que Emmanuel Macron est rentré dans l'usage de Nicolas Sarkozy, d'instruire un point de discussion avec les membres du gouvernement. Or, au Cameroun, il faut savoir aussi qu'il y a des poids de la culture. Salomon Bilon, dans un article que j'ai eu le plaisir de lire, indiquait qu'il y a un fort poids de la culture dans la pratique gouvernementale au Cameroun. Donc le chef de l'État, dans sa pratique, comme pour résumer, de la moindre proximité avec le gouvernement, c'est une pratique traditionnelle qu'on a chez nous. Et c'est encore plus ancré. C'est sa façon à lui de gouverner.
Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ce n'est pas efficace? On ne peut le savoir que si on établit un diagnostic différentiel des différents pouvoirs. Donc c'est ce que je tenais à dire. Très bien, je voudrais qu'on avance dans ce débat en rappelant aux téléspectateurs qu'ils peuvent également interagir uniquement par SMS. Il ne faudrait pas m'assaillir avec les appels téléphoniques. Les codes d'accès vont s'afficher uniquement des SMS si vous souhaitez vraiment participer à ce débat. Maître Julius Achongotabe, est-ce que le président de la République, on a suivi quand même cette communication officielle, est-ce que le chef de l'État n'a pas servi du réchauffé? Est-ce que ce n'est pas du déjà entendu? Il faut relancer la croissance, il faut moderniser l'agriculture, il faut accélérer la décentralisation. Sous l'ancien Premier ministre, c'était quasiment un discours qui était en tout point similaire. Est-ce qu'on a beaucoup évolué dans le discours à la faveur de ce conseil de ministres? Le président le fait de répéter ne nuit pas. C'est tout à fait normal qu'on doit répéter des choses qui sont bonnes. Vous savez, lorsque vous êtes... Est-ce que cette répétition, je vous relance la maître, est-ce que cette répétition n'est pas la preuve que ça ne marche pas et qu'à ce moment donné, le président devrait peut-être envisager l'option d'introduire le débat au cours de ces conseils de ministres? Nous avons un chef de l'État, un président de la République. Nous n'avons pas un Jésus. Il ne peut pas tout faire. Il doit faire ce qu'il doit faire conformément à la Constitution. Il n'est pas le Jésus-Christ. Donc, lorsqu'il a donné ces directives, c'est des Camerounais comme vous et moi, n'est-ce pas, qui doivent se mettre à l'œuvre pour l'exécuter tout le temps. On ne peut pas dire que ce qui est dans ma tête est dans votre tête. Cela veut dire, vous êtes supposé que, on doit supposer que ce que le chef d'État veut, n'est-ce pas, un tiers peut agir autrement. N'est-ce pas, il ne doit pas condamner, n'est-ce pas, de faire comme le chef d'État parce qu'ils n'ont pas les mêmes têtes. Car cela ne tienne, le chef d'État est dans son rôle de répéter que voilà ce que je veux à tout moment, lorsque l'occasion se présente. Vous savez, dans un chef d'État qui est légaliste, il n'y a aucune clause de la Constitution, n'est-ce pas, qui prévoit quand est-ce qu'il peut convoquer un cabinet de ministres. Donc cela veut dire qu'il doit faire ça à son propre gré, lorsqu'il y a le temps, et lorsque le temps le permet. Vous devez noter que, comme dit le docteur là, le docteur, il y a des concertations à tous les niveaux, jusqu'au niveau du village. Mon copanéliste à gauche, M. Xavier, vient de vous dire que ce que je dis, c'est comme dans le quartier. Mais j'étais choqué que lorsqu'il parlait, il est descendu jusqu'à entrer dans la société anonyme qui se trouve également dans le quartier. Cela veut dire que tout ce qu'on fait en haut là arrive toujours en bas. Malgré tout ce qu'il peut dire comme injurieux, parce que ça ne se dit pas. Lorsque quelqu'un parle à la télé, on ne dit pas comme si c'était au quartier. Mais nous sommes au quartier quand même, dans tous les cas. On va toujours en arriver, parce que la politique de l'État, n'est-ce pas, quitte en haut jusqu'au bas. Et que ça quitte le bas jusqu'en haut. C'est comme ça, la démocratie. S'il ne sait pas, tant pis pour lui. Mais pour terminer... Oui, allez-y, maître. Le Cameroun est géré par les Camerounais. Chacun a sa façon de faire des choses. Nous ne sommes pas condamnés, n'est-ce pas, de faire des choses de la même façon. Mais nous sommes condamnés de vivre ensemble. Ce n'est que ça, le chef a rassuré. C'est pour raison que chaque fois que ça ne marche pas quelque part, il fait tout pour améliorer, pour chercher un autre Camerounais qui peut mieux faire. Et c'est comme ça qu'on gère un pays. Alors, Xavier, le souci du président de la République a semblé atteindre un objectif. C'est d'ailleurs la ligne directrice fixée à ce gouvernement. Il faut atteindre l'émergence à l'horizon 2035. C'est l'objectif final que le président de la République a assigné à ses membres du gouvernement. Je voulais quasiment vous relancer là-dessus. Si le président de la République détermine la périodicité des tenues de ce cadre de concertation-là, est-ce que cet objectif peut être atteint? Oui, d'abord, nous sommes en République. Je dois rappeler Ahmed Achou, pour qui j'ai un respect, et comme pour tout le monde. Et si je ne suis pas là pour m'attaquer à des personnes, donc si je l'ai fait, que les uns les autres m'excusent. Ce n'est pas respect. Bon, et que de deux, nous sommes en République, et ce n'est pas le chef d'État qui décide, ça doit être institutionnalisé. La République, ça se gère avec des lois de la République. Ce n'est pas le bon vouloir d'un individu, soit-il président de la République. Donc ici, la Constitution se limite, comme l'a rappelé le juriste tout à l'heure, à son article 10, que le chef d'État préside des conseils ministériels. Les cabinets et autres, mes chers amis, ce n'est pas des conseils ministériels. C'est dans le conseil. Le président de la République, c'est comme une multinationale avec un PCA. Alors, comment le PCA peut évaluer ses collaborateurs qui sont différents directeurs? Ce n'est que dans un conseil ministériel.
C'est pour ça que dans des pays sérieux, c'est hebdomadaire. Et puis de deux, Maître Achou a dit que quand il a le temps, le chef de l'État doit avoir du temps. Il a été élu effectivement pour s'occuper du Cameroun. Gérer la République, le conseil ministériel est le moment où il gère le pays. Parce que le président de la République ne peut pas gérer tout seul. C'est pour ça que la Constitution lui donne. Vous avez la communauté nationale lui adjoint un gouvernement. C'est-à-dire qu'il a le choix, c'est-à-dire qu'on lui donne le pouvoir de choisir des collaborateurs qui vont l'aider à la gestion de la République. Et il doit évaluer, il est fixe des objectifs et il doit les évaluer d'une manière hebdomadaire. C'est ça l'efficacité. Notre pays n'avance pas. Pourquoi? Parce que le chef de l'État est d'abord absent. Il y a un problème de gouvernance grave dans ce pays. C'est pour ça que parler de l'objectif de l'émergence en 2035 n'est qu'une vue d'esprit. On ne peut pas rester dormi, comme Maître Achou vient de l'affirmer. Je ne veux pas dire que le président du Cameroun dort. Mais tel qu'il a dit, moi j'ai peur qu'il passe le temps à dormir. Et qu'en dormant, nous n'allons pas, 2035 va nous surprendre bientôt, d'ailleurs on est plus loin, va nous surprendre bientôt et qu'on est encore au moment où nous faisons, il n'y a même pas de route, il n'y a même pas où circuler. Regardez, le problème de gouvernance dans notre pays. Pour arriver ici à LTM, vous ne savez pas quelle contorsion j'ai eu à faire pour arriver là. Parce qu'une ville comme Douala, on n'a pas fait de prévisions. Et le Cameroun n'est pas administré, tout simplement. À travers les conseils ministériels, la rareté des conseils ministériels démontre à suffisance que notre pays n'est pas administré, il n'est pas gouverné. Ça veut dire qu'on vous nomme ministre, on dit, bon monsieur, voilà votre micro-état. Et quand le monsieur en face, le docteur, s'il vous plaît, Ngon, bon, dit, excusez-moi si je vous en prie, dit que, en citant quelqu'un qui disait que le chef d'État du Cameroun gouverne selon la méthode traditionnelle au Cameroun, non. De la culture. Voilà, la culture camerounaise. Il faut que je vous le dise. Le chef du village gère le village avec des notables. Il tient des conseils avec ses notables tous les jours. Avant de faire quoi que ce soit, il a l'autorisation et le soutien. Ou alors, ses notables lui rappellent que ce n'est pas bien. Dans la culture africaine, le chef du village ou le roi ne gère pas le village tout seul. Ou alors il reste chez lui, il est tellement savant et qu'il peut prendre toutes les décisions. Non. Régulièrement, il y a les conseils à la chefferie avec les notables. C'est au cours de ces réunions qui sont pratiquement hebdomadaires ou alors qui sont par mois, ça peut être mensuel. Et au cours donc de ces réunions, qu'on administre le village. Il ne reste pas chez lui, il décide, il prend, je ne sais pas quelle décision comme ça. Il gère avec ses notables, donc de son conseil de notabilité. C'est comme le conseil ministériel, si on met ça sur le système moderne et républicain, qui voudrait que le président de la République gère l'État au niveau de l'exécutif avec son gouvernement et le reste avec les autres institutions qui sont le Parlement et la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel sont les cas. Voilà comment une république c'est. Docteur Adengoye, je voudrais qu'on avance sur la tenue, sur la périodicité, on en a parlé. On se rend compte que la Constitution ne prévoit pas le timing de la tenue de ces sessions-là, mais il y a des cadres de concertation. Vous avez évoqué le conseil de cabinet, vous avez évoqué des conseils interministériels. Il y a plusieurs cadres de concertation pour évaluer l'action du gouvernement. Mais est-ce que ces cadres-là sont efficaces au regard justement du défi que le Cameroun souhaite relever, l'émergence à l'horizon 2035? Très bien, merci. Je peux corroborer avec M. Xavier Bellemé sur un certain point, mais je veux vous faire remarquer juste que la question de l'efficacité est diversement appréciée. Ce n'est pas parce qu'on tient des réunions tous les jours que c'est un gage d'efficacité. On peut tenir les réunions tous les jours, on tourne sur du surplace. À un moment donné, ça devient de la routine qui n'a plus une plus-value. Moi, je pense que l'efficacité se définit dans des cadres. On a une vision, on a des objectifs à atteindre, on définit les moyens nécessaires, les actions qui vont concourir à la mise en œuvre de ces objectifs. Maintenant, je dis bien, dans un système d'administration, nous sommes dans la décentralisation, nous sommes également dans la déconcentration. Il y a des cadres qui sont définis où on peut mener, comme disait Maître Achou, vous voyez, c'est une politique qui va du top-down
ou du bottom-up, c'est-à-dire soit du bas vers le haut, soit du haut vers le bas. On fixe et on essaye d'implémenter. Moi, je pense plutôt que ces cadres seraient plutôt très efficaces. J'aimerais qu'on comprenne. Le Conseil des ministres, on peut les présider de manière hebdomadaire si on le veut. Mais aussi, moi, je pense plutôt que le Conseil des ministres doit être cette instance où, quand on le convoque, c'est pour un problème précis qui nécessite donc l'arbitrage peut-être du chef de l'État, qui nécessite peut-être la réorientation du chef de l'État. Le gouvernement, on dit bien, le Premier ministre, c'est lui qui anime l'action du gouvernement. En réalité, c'est lui qui doit impulser tous les cadres de concertation nécessaires. Et il rend compte maintenant à son chef, le président de la République. Maintenant, lorsque il rend compte, il peut dire que bon voilà, on éprouve telle difficulté. On a besoin de vos orientations. Dans ce cas, donc, il peut inciter la convocation d'un conseil de ministres ministériels où le chef de l'État va donc se saisir de la question. Il va soit repréciser ce qu'il entend, soit donner de nouvelles orientations et on repart continuer à travailler. Donc moi je pense que c'est ça la question de l'efficacité. C'est comme par exemple vous avez votre maison. Vous voyez, vous avez responsabilisé vos enfants, chacun fait sa tâche. Vous n'allez pas tout le temps les réunir pour dire que toi tu as fait quoi, tu as fait quoi. Non. Comme disait le Dr Nassir, il faudrait bien que les gens comprennent que lorsque nous sommes à un niveau, il faut être responsable. Et la question de responsabilité inclut aussi la conscience. Est-ce que vous êtes suffisamment conscient du challenge? Est-ce que vous êtes suffisamment conscient du fait qu'on vous a confié une responsabilité et vous devez tout faire pour atteindre les résultats? Donc je pense que voilà ce qui doit animer, c'est ça qui incite même l'efficacité. Peu importe la périodicité des conseils des ministres, mais je dis il faut d'abord une responsabilité de ces ministres. Et puis maintenant, il faut que le Premier ministre anime véritablement l'action gouvernementale et impulse. Et on rend maintenant compte au chef de l'État qui peut maintenant soit préciser, soit réorienter, soit redéfinir quelque chose. Et là, ça peut se faire dans le cadre d'un conseil des ministres. Attends, je vous propose qu'on évoque un des sujets qui a été évoqué dans la communication officielle du président de la République. C'est même l'un des axes importants de cet échange, de cette première dorsale. La question des régions. Le président a précisé que 2019 est une année électorale. On a les élections municipales et législatives qui sont annoncées et le président a annoncé les élections de région. La question que je voudrais vous poser, c'est que va-t-il concrètement se passer? Les gouvernants sont encore existants. Les communautés urbaines existent toujours. La mise sur pied des régions veut dire quoi? Une guerre ouverte avec les gouverneurs? Bien, je pense qu'il n'y aura pas une guerre qui va arriver, parce que déjà, cette annonce du chef de l'État intervient quelques semaines plus tard, après ce qu'il avait annoncé dans son discours, en disant qu'il y aura une évolution dans le processus démocratique dans notre pays. Bon, maintenant, est-ce qu'il y aura une confrontation entre les gouverneurs et peut-être les présidents de région? Je ne pense pas. Parce que... Est-ce que la loi définit très clairement, docteur, est-ce que la loi définit très clairement le champ de compétences des uns et des autres? Est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura plus de gouverneurs dans les régions? Est-ce que les présidents de conseil des régions vont prendre cette fonction-là? La Ou alors fonction... il faut s'attendre à ce que... Je pense que la fonction du président de région, c'est un peu comme la fonction du maire au sein de la commune. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que c'est juste le cadre qui s'élargit. Si on a à côté les maires, on ne va pas supprimer les préfets, les sous-préfets. Et vous savez que le système de délégués du gouvernement, c'est un système spécial qui va naturellement, je crois, il devrait disparaître avec la mise en place des régions. Je ne pense pas qu'il y aura un conflit d'intérêts ou un conflit d'administration avec les gouverneurs. Le gouvernement ne va pas disparaître parce que le préfet n'a pas disparu avec la présence du maire. Donc, il faudra juste une certaine collaboration entre les deux pour poursuivre les objectifs de développement du pays. Maître Achou, peut-on craindre un choc frontal entre les gouverneurs et les présidents de conseil de région? Non, je pense que le conflit dans le système gouvernemental est tout à fait normal. Et ça se gère d'une façon ou d'une autre. Et il y aura des moments, n'est-ce pas, qu'il y aura un problème de compétences entre les deux. Mais c'est ça qui fait avancer la démocratie, parce qu'en fin de compte, les solutions seront trouvées, qui seraient d'accord partir ou bien qui va régler le problème définitivement.
Donc, il faut toujours attendre à ce que, lorsqu'il y a deux personnes dans les postes différents, se croisent, il y a possibilité de conflit. On ne doit pas exclure. Mais il faut noter que chaque personne a ses attributs. Comme j'ai toujours dit, par exemple, le poste ministériel est un poste politique. Cela veut dire qu'on peut prendre quelqu'un de n'importe quel parti politique, on le nomme où le chef de l'État veut. Pour des raisons qui lui soient, n'est-ce pas, des raisons que lui-même maîtrise. Il faut à supposer que nous avons une région qui est gérée par quelqu'un, par un parti politique, n'est-ce pas, qui est dans la majorité. On doit attendre à ce qu'il y aura certaines difficultés. C'est tout à fait normal parce que lorsqu'on parle ici, au lieu de parler des problèmes, tout le monde balance ça sur le plan politique. C'est ça le Cameroun. Bon, lorsqu'on balance, on doit attendre à ce que le gouverneur qui est là, n'est-ce pas, pour réglementer les difficultés politiques dans sa région, va entrer en conflit certain avec une région qui est gérée par quelqu'un d'un autre parti politique qui n'est pas le sien. C'est tout à fait normal. Ça va arriver. Il faut qu'on se laisse, n'est-ce pas, qu'on se limite aux attributs de chacun. Vous ne pouvez pas imaginer que le gouvernement peut donner l'argent pour la gestion d'une région et il n'a pas de moyens de contrôle. Il le faut. Vous pouvez imaginer que, avant, n'est-ce pas, d'autoriser un budget, n'est-ce pas, dans une région, il faut que le gouvernement soit à un œil pour veiller à ce que le montant ne doit pas dépasser même le budget du Cameroun. D'où vient le gouverneur et le préfet, le sous-préfet, n'est-ce pas, de le réglementer à leur niveau. Donc, il faut noter qu'il y aura des conflits. Mais on ne doit pas prendre ça comme de l'inimitié, comme si nous sommes dans un autre pays. Nous sommes chez nous. Et lorsqu'il y a des conflits, on doit seulement chercher à le régler. N'est-ce pas, pour le bien-être du peuple, c'est tout. Alors, Xavier Bellemé, est-ce qu'il ne faudrait pas définir le cadre normatif pour éviter ce choc frontal dès à présent, puisque les conseils de région vont forcément entrer en activité après l'élection, et on parlera d'ailleurs de cette élection tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faudrait pas rapidement mettre les garde-fous? Oui, la loi sur la décentralisation, je crois qu'a déjà réglé ce problème. Le docteur Ngon a fait allusion tout à l'heure. C'est-à-dire que le fonctionnement des conseils régionaux va être exactement comme le fonctionnement des conseils municipaux. C'est-à-dire que les gouverneurs des régions vont continuer à rester et vont jouer le rôle de ce qu'on appelle la tutelle administrative. Ça veut dire simplement que le conseil régional va faire une délibération et cette délibération, avant qu'elle entre en exécution, va d'abord recevoir le OK, le visa préalable du gouverneur de la région qui va jouer le rôle de l'inspecteur de l'État comme c'est écrit sur la loi. Voilà, en quelque sorte. C'est pour ça que nous, au SDF, on pense que il faut complètement, véritablement décentraliser l'État parce que les régionales, c'est un début, mais ce n'est pas un tout. Parce qu'il n'y a que le fédéralisme seul qui peut mettre fin. Malgré les craintes de Maître Achou, qui sont les craintes du RDPC, on les comprend parce que c'est des gens qui ont été élevés dans le système jacobin sacralisé. Dans le fédéralisme, il n'y a que la justice seule qui règle les conflits. C'est-à-dire que vous êtes un gouvernement d'un État fédéré et que vous avez légiféré dans un domaine qui relève de l'État, du domaine de la souveraineté nationale qui est géré par l'État central. Il n'y a que le tribunal administratif pour décider. Pas un individu qu'on a nommé et qui lui jouit de tous les pouvoirs possibles, on ne sait pas d'où ils viennent, et décide que dans un conseil, parce que jusqu'à présent la loi prévoit 30 conseillers, je crois, sauf si je me trompe, Maître Aïssou peut me redresser. Il y a 30 conseillers par région, 30 adultes s'asseyent, décident et réfléchissent pendant un moment, prennent une décision. Pour que celle-ci entre en exécution, il faut qu'un seul individu, qui est le plus sage que de tous les 30 là, décide. C'est même de la provocation. À la limite, sincèrement, ce n'est pas possible. Dans une république sérieuse, on ne doit plus assister à ces choses. C'est la justice seule qui doit régler les conflits de compétences. C'est-à-dire que si un conseil municipal a pris, parce qu'au niveau du conseil municipal, on parle de délibération, a pris une délibération dans un domaine qui n'est pas de sa compétence, il n'y a que le tribunal administratif pour annuler une telle décision et non pas un individu, soit-il préfet ou gouverneur, seul dans son bureau, à son âme et conscience, décide que ça c'est bon pour vous, ça c'est pas bon pour vous.
C'est pas bien. Je vais évacuer quelques SMS et je vais vous passer la parole, docteur. Bonjour le panel, c'est Kwemo depuis EDA. Je pense que le chef de l'État voulait une photo avec le nouveau gouvernement. Vous savez, Ça, c'est bien dit. Hein. Vous avez réussi à détendre l'atmosphère. Monsieur, celui qui a levé, pourquoi il aurait voulu une photo avec... Bon, on va poursuivre. Bonjour. Franchement, le Cameroun est géré par des incompétents. Regardez vous-même, nous n'avons pas de route ni d'électricité. C'est autre chose. Nous n'avons pas de travail, mais le recrutement de l'armée devient même un lieu où il n'y a pas quelqu'un devant, tu ne peux pas entrer. Franchement, moi, je vois l'importance du gouvernement. Les Camerounais sont abandonnés. Je ne vois pas l'importance du gouvernement. Les Camerounais sont abandonnés à leur propre sort. Merci, bonne émission. C'est Arnaud depuis Nkondengui qui nous a écrit ce message. Continuez à réagir par SMS. Je vais évacuer également ce SMS. Bonjour le panel. Paul Biya est un chef d'État qui n'est plus en État et que son gouvernement sache que lorsque viendra... écoutez... Il y a un sentiment de colère et je ne vais pas aller jusqu'au bout de ce message qui m'a l'air un peu subversif et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on a également notre responsabilité en tant que média. Je voudrais qu'on avance dans le débat avec cette question qui vous est finalement posée. Les régions qui arrivent, il y a un débat depuis quelques jours. Doit-on tenir les conseils les régionales avant les municipales et législatives ou c'est l'inverse? Parce que le collège électoral, comment est-il constitué pour ce qui est des régions? Est-ce que le bon sens voudrait qu'on tienne d'abord les municipales et les législatives avant les régionales? Bon, moi, avant, si vous permettez, je voudrais dire que il ne faudrait pas qu'on se méprenne souvent sur la décentralisation. La décentralisation ne signifie pas micro-État au sein de l'État. La décentralisation, c'est une technique de gestion et d'administration d'un État. Donc, en réalité, il ne peut pas avoir conflit. Parce que la décentralisation étant une technique de gestion, l'État assure la tutelle. Et comme disait Maître Achou, en réalité, la tutelle, c'est dans le but de se rendre, de rester dans les normes définies. Vous voyez? Donc, je voudrais bien, j'aime souvent le dire, quand on évoque la décentralisation, les gens ont toujours opposé la décentralisation à une sorte de micro-État dans l'État. Non. Ce n'est pas une autonomie sans réserve, ce n'est non plus une autonomie sans contrôle. Il faudrait bien qu'on comprenne. Bon, maintenant, de l'autre côté, je voudrais dire, pour ma part, ce sont des questions, parce que quand on lit la loi, on a organisé les différents types d'élections. Mais on n'a pas mis une hiérarchie. On n'a pas mis une hiérarchie dans la loi pour dire qu'on commence d'abord par telle élection, après telle autre. Mais au regard de la constitution du collège électoral pour les régionales, est-ce que l'urgence ne serait pas d'avoir d'abord les députés et puis tout naturellement les maires avant Oui, bon, c'est pour ça que je dis, là maintenant, on va juste relever peut-être du bon sens et dans la pratique administrative de la gestion de l'État. On sait qu'il y a une tête qu'on appelle le chef de l'État, l'élection présidentielle, et son mandat est relativement le plus long que le reste. Les autres, c'est 5 ans. Vous voyez? Donc maintenant, on sait qu'une instance forte, il faut procéder par le Parlement. Parce qu'en réalité, après le président, il y a le Parlement qui est là. Donc les élections au niveau des législatives. Maintenant, les municipales également, les régionales et autres, viennent d'appoint dans le cadre de la mise en œuvre de l'administration de l'État. Donc, à partir de ce cliché, on peut se rendre compte que les élections municipales et régionales peuvent se tenir après les élections législatives, notamment. Vous voyez, en évoluant simplement sur ce cliché. Docteur, sur la constitution du collège électoral, est-ce que le bon sens ne nous amènerait pas vers des élections législatives et municipales avant les régionales? Effectivement, on doit logiquement terminer par les régionales parce que les élections régionales se font par suffrage universel indirect. Donc ça veut dire que ce sont
les représentants communaux qui élisent des présidents, j'espère que je ne me trompe pas là-dessus. Donc ça veut dire que logiquement, c'est d'abord, on peut commencer par les municipales, les législatives, et puis donc les régionales pour suivre cette tendance-là. Pour qu'effectivement, on ait ce suffrage universel indirect avec des représentants communaux qui ont une légitimité fraîche. Parce que ceux qui sont là actuellement, ils ont dépassé leur mandat, ils sont nommés en fait, ils n'ont pas de légitimité populaire. Maître Acho, on estime que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais veut rapidement prendre le devant sur ces élections de région en anticipant l'organisation de cette élection-là, sachant justement que vous avez aujourd'hui la meilleure assise au niveau des communes et au niveau du Sénat. Si c'est vous, vous allez faire quoi? Mais comment? Vous savez, une personne entre en politique pour perdre. Quand tu entres en politique, c'est parce que vous voulez gagner. Donc vous allez organiser les régionales avant? Moi, si c'est moi, j'ai demandé qu'on organise d'abord le régional. Avant les autres, parce que c'est possible de jumeler les élections municipales et les élections législatives. C'est possible. Mais on ne peut pas jumeler avec le régional. Donc je pense qu'il faut d'abord commencer par le régional. Regarde comme en Angleterre. Le Premier ministre May est en difficulté. Elle ne peut pas organiser les élections parce qu'elle est en difficulté. Elle va attendre le moment que sa popularité va un peu grimper pour le faire. C'est comme ça la politique, il faut comprendre. Personne ne fait pas la politique pour perdre. Nous, dans le RDPC, nous aimerons qu'on commence par le régional. Parce que nous avons déjà une bonne majorité, n'est-ce pas, on va assurer d'autres élections. Cela va samedi. C'est la politique. Personne n'entre dans la politique pour perdre, pour gagner. Si vous voulez, si vous aimez être gagnant, venez dans le RDPC, parce que vous êtes gagnant. Xavier, sur la structuration des élections qui sont annoncées, le RDPC souhaite vivement qu'on commence par les régionales. Oui, je pense que quand on parle des choses de la République, ça veut dire que c'est des choses extrêmement importantes. C'est vrai, bon, rire, c'est toujours bien, mais il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux. Moi, je pense que le RDPC est une association privée. On ne saurait confondre une association privée avec l'État. Sauf à être d'accord avec tout le monde que le RDPC est infoédé à l'administration camerounaise. Et ça, Maître Acho, quand vous l'affirmez aussi publiquement, c'est très grave. Parce que ça veut donc dire que c'est l'administration au Cameroun, c'est le RDPC. Le RDPC, c'est l'administration. Ça veut dire qu'il y a une infiltration et ça, en République, c'est très dangereux. Un jour, vous allez payer des coups forts pour ça, Maître Acho. Et c'est pas bien. Tu as vu les menaces? Non, c'est pas une menace. Quand il dit les coups forts, ça veut dire que le jour que vous ne serez plus au pouvoir, ça veut dire que vous aurez des difficultés. Vous aurez des difficultés pour critiquer. Les extraterrestres? Non, vous aurez des difficultés pour critiquer ceux-là qui seront en gestion des affaires publiques. Qui sont en capacité de gestion des affaires publiques. Et ça, ne vous plaignez pas. Quand on va vous opposer de telles pratiques, il ne faudra pas... C'est que si un jour vous ne serez pas au pouvoir, ne vous en faites pas. Ça, c'est sûr. Peut-être pour le moment, vous jugez d'une majorité écrasante, obèse et mal acquise. Mais sachez qu'un jour, il n'y a rien qui est éternel. D'abord, vous êtes anglophone, vous dites en anglais. Il y a une expression anglaise qui m'intéresse beaucoup plus. Je ne suis pas anglophone, je ne sais pas bien parler anglais. Mais qui dit « No condition is permanent in this world ». Donc, il n'y a rien qui est éternel. C'est que si vous avez la majorité aujourd'hui, profitez, mais essayez de... Oui, profitez. Non, bon, c'est vous qui le dites, je ne vous insulte nullement pas, mais je tiens seulement à vous rappeler que vos affirmations démontrent à suffisance à tous ceux qui nous écoutent ici que l'administration camerounaise est inféodée à votre parti et que votre parti est un parti État et que la mentalité d'un préfet, d'un sous-préfet et gouverneur est une mentalité qui est complètement acquise au RDPC et c'est pas bien. En République, c'est des usages qui ne doivent plus exister. Nous devons avoir un comportement civilisé en politique, comme en toutes choses et dans nos actes publics. Parce que l'État n'appartient pas à personne. L'État appartient à tous les citoyens de ce pays. Et quand nous devons avoir un seul objectif en face, c'est le bien-être de la République, sa modernité. C'est ça qui est plus important. Parce qu'il ne doit pas avoir des Camerounais plus importants que d'autres. Maintenant, sur la hiérarchie d'organisation des élections au Cameroun, dans les principes moraux, il est tout à fait normal qu'on renouvelle le collège qui élit les conseillers régionaux. Pour que ceci ait une légitimité telle qu'a démontré le docteur Ndjongo et le Ngon.
Le docteur Ngon, et c'est un nom même qui doit m'apparenter à moi. Apparemment. Voilà. Donc je dis donc que c'est tout à fait normal. Pour une bonne hygiène de la politique, il serait mieux de commencer par renouveler le collège, parce que c'est un collège indirect, c'est une élection au suffrage indirect. Et c'est les conseillers municipaux qui élisent. Aujourd'hui, ces conseillers ont été pratiquement nommés par décret présidentiel. Il est de bon ton qu'on renouvelle d'abord les différents conseils municipaux afin de lire les conseillers régionaux, pour que ceux-ci aient une légitimité. Sur le plan légal, si le chef d'État convoque le décret demain, sur le plan légal, ce décret est régulier. Mais sur le plan de la légitimité, les conseillers qui seront issus de cette élection auront un problème grave de la légitimité. Et c'est ça donc qui n'est pas bien. Et voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Sortons de ce sujet pour aborder rapidement la deuxième thématique qui serait à l'ordre du jour ce dimanche. Nous parlons des salaires des agents de l'État au Cameroun. La Banque mondiale se dit inquiète du niveau des salaires au Cameroun, le plus bas en Afrique au sud du Sahara, entre 44 000 francs et 330 000 francs CFA pour la catégorie la plus élevée. C'est à peu près la grille des salaires qui est appliquée au Cameroun depuis 2014 selon la Banque mondiale. Et je voudrais peut-être commencer par le docteur juste à proximité de moi pour se questionner, est-ce que c'est normal qu'on soit encore avec des salaires aussi bas au Cameroun pour un pays qui veut être émergent? Ça ne peut pas être normal parce que même la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que tout individu a droit à un travail décent qui lui procure une rémunération juste lui permettant de s'offrir un certain nombre de besoins. Alors, à partir de là, quand on regarde les salaires que nous avons, nos fonctionnaires ont, est-ce que, opposés au cours de la vie, est-ce qu'ils s'en sortent? Ils ne peuvent pas s'en sortir. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous voyez, quand on va même dire à 300 000, c'est au niveau de l'accumulation d'indices. Mais fraîchement sorti en A1 ou A2, on est dans les 180. Voyez-vous un peu. Donc du coup, le coût de la vie, que ce soit dans n'importe quelle partie de ce pays, c'est un coût important. À partir de là, est-ce que réellement on peut satisfaire ses propres besoins avec ce salaire qu'on gagne? Non du tout. Nous sommes en 2019, honnêtement, moi ce qui me tourne un peu, c'est que c'est comme si on fait, il y a chez les Mbamo, on aime souvent dire la danse Bafia, c'est-à-dire un pas en avant, un pas en arrière. C'est ce qu'on est en train de faire. On a d'abord connu une dévaluation qui a amené la baisse des salaires. Après, maintenant, on ne fait que ces salaires ne font que plomber. Et ça va même, ça ne fait que maintenir la tendance même baissière au regard de l'évolution du cours de la vie. Donc moi, je pense que, et c'est pourquoi nos fonctionnaires sont frustrés. Vous savez, quand vous n'êtes pas épanoui, en réalité, vous êtes frustré. Et quand on est frustré, il y a une démotivation. Et du coup, on commence à créer des arrondis. Regardez par exemple le cas des enseignants. Au lycée, il est obligé de pointer dans des collèges au point où il doit arrondir. Et du coup, ça donne la course effrénée vers le gain et on oublie même à un moment donné sa satisfaction personnelle. Donc moi, je pense que les plus pratiqués, je ne veux pas dire la honte. Bon, comme on aime souvent dire au Cameroun, on fait avec, on va faire comment? Dr Gon, est-ce que finalement les salaires qu'on a aujourd'hui au sein de la fonction publique n'expliquent pas, n'a pas laissé le libre cours aux pratiques malveillantes que le président essaie tant bien que mal de combattre, notamment les détournements et autres? Bien, déjà quand vous avez inséré cette thématique de salaire, j'ai dit, mais moi je ne suis pas concerné, je ne touche pas de salaire, moi, alors je ne sais pas ce qui se passe. Bon, bref, pour être plus sérieux, je disais que le traitement salarial dans un pays est un enjeu socio-économique très important. On connaît l'impact des salaires sur la production de la richesse, on connaît l'impact des salaires sur le pouvoir d'achat. Et quand vous savez, quand le pouvoir d'achat est faible, ça dit que ça fait manque à gagner pour les entreprises et pour l'État. Parce que quel que soit le citoyen, moi-même, je n'ai pas de salaire, mais je paie les impôts. Peut-être que j'achète, c'est pas moi, n'importe quoi, un bic, c'est pas, il y a 19% de TVA dans tout ce que j'achète, je crois, au Cameroun. Donc ça veut dire, ça impacte sur le développement socio-économique. Donc il est vraiment souhaitable
qu'il y ait une revalorisation des salaires. Mais je pense que c'est aussi une question délicate au niveau de la gouvernance parce qu'on ne va pas revaloriser les salaires comme ça. Je pense quand même qu'en 2008 et en 2014, il y a une légère revalorisation, autant pour moi, des salaires. Mais ça reste suffisant. Mais à l'ordre de combien? Ça reste insuffisant, je veux dire. Voilà. Mais est-ce que ça doit justifier les pratiques de malversation, de détournement de deniers publics, de corruption et autres dans notre pays? Je ne pense pas. On ne doit pas dédouaner les mauvaises pratiques parce qu'on a des salaires très bas. On peut toujours faire avec ce qu'on a. Et lorsqu'on se rend compte que ceux qui peut-être détournent plus, c'est même ceux-là qui ont une crielle d'avantages, notamment liés à l'article 2 quand ils sont nommés et autres. Vous voyez un peu. Et je pense que c'est dans cette logique qu'il y aurait eu un conseil interministériel notamment pour revoir les avantages accordés à certaines catégories de fonctionnaires, notamment les hauts fonctionnaires, qui ont un nombre très impressionnant d'avantages et de primes, qui, je crois bien, sont de l'ordre de 128 milliards par an apparemment. Et là, je pense que le gouvernement devrait faire, ou bien avait entrepris de faire un travail afin de limiter, n'est-ce pas, ces avantages-là, et ainsi injecter cet argent dans la masse salariale générale. C'est la raison pour laquelle peut-être il y avait une rumeur selon laquelle il y aura une augmentation des salaires. C'est justement donc en essayant de diminuer ou bien de redistribuer les 128 milliards là pour qu'on élargisse le champ, autant pour moi, des fonctionnaires qui doivent profiter un peu des salaires. Donc, voilà Maître ce que Achou, j'ai à dire. est-ce que c'est normal qu'au Cameroun, en 2019, on soit fonctionnaire et on touche 44 000 francs? C'est tout à fait normal à mon avis. Parce que lorsque vous voulez travailler pour quelqu'un, il faut être prêt à subir les conditions de travail qu'on vous donne. Si vous ne voulez pas un salaire, il faut changer, faire des affaires, devenir commerçant ou devenir un créateur d'emploi. D'abord, pour travailler, c'est un choix. Vous avez choisi. Donc vous demandez à Vous tous les connaissez- fonctionnaires qui touchent le salaire Ça, c'est le premier d'aller problème. faire les affaires. Oui. Désormais, on a un problème dans ce pays. On a autorisé les employés, les fonctionnaires, n'est-ce pas, de faire les affaires. On constate qu'est-ce qui se passe. Ce sont eux qui ont tous les marchés. Parce qu'on les a autorisés de faire des affaires. Donc, ceux qui ont ces avantages, comme vient de dire Dr Ngon, ne se plaignent pas. Mais c'est ceux qui n'ont pas, qui attendent encore la nomination, qui se plaignent. Parce qu'ils n'ont pas ces avantages-là. Donc, vous savez, je crois que c'est un truc à deux têtes. Et ce n'est pas à deux têtes. Ceux qui ont les avantages ne se plaignent pas, ceux qui n'en ont pas se plaignent. Mais moi, le problème ne se situe pas à ça. Regardez le salarié gabonais. Il y a deux ou trois fois, n'est-ce pas, le salaire d'un Camerounais du même niveau. Est-ce qu'il est content? Il n'est pas. Par contre, regarde au Nigeria. Un salarié, n'est-ce pas, de même niveau, a 2 fois moins le salaire d'un Camerounais. Mais il ne se plaint pas. Pourquoi? Parce qu'il gère les monnaies. Quand il gère les monnaies, ça veut dire que tout au marché, tout dans le public, tous les moyens de dépenser l'argent seront l'équivalent, n'est-ce pas, de ce que les gens gagnent. Si vous allez dans les pays, n'est-ce pas, qui gèrent leurs propres monnaies, ils n'ont pas ce problème. Il faut noter que le franc CFA est très fort pour notre économie, qui ne produit rien, qui consomme tout. Nous sommes contraints, n'est-ce pas, d'acheter de l'Europe à l'extérieur tout le temps. Parce que nous ne produisons rien chez nous. Il est temps de changer ces mentalités. Tant qu'on ne maîtrise pas notre monnaie, même si on augmente le salaire x5, ce ne serait jamais suffisant parce que le coût va aussi augmenter. Donc, lorsqu'on gère notre monnaie, et économiquement, on va trouver un balance à un moment donné, de telle sorte que les gens vont vivre selon leurs moyennes. Xavier Bellemé, vous partagez cet avis? Non, non, je suis complètement opposé. Je suis pas. Peut-être en partie concernant la monnaie, question monétaire. Et moi, je suis plus que c'est le RDPC qui gère l'État. Il se plaint des problèmes de la monnaie. C'est une décision politique, la monnaie. Bon, mais je ne vais pas m'attarder là parce que la question n'est pas dirigée sur la monnaie. Débattons sur les questions salariales. Excusez-moi. J'ai dit, le candidat du à l'élection présidentielle, dans son programme, je crois, c'était parmi les 24 mesures qu'il devait prendre s'il était élu président de la République, notamment le doublement du salaire de fonctionnaire au Cameroun et en ramenant le SMIC
sur 5 ans à 160 000 francs. Le SMIC, pas le SMIC, parce qu'actuellement on a un SMIC, c'est-à-dire salaire minimum interprofessionnel garanti, qui est à 36 250 francs. Et l'État a valorisé son SMIC à 44 000 francs, et dans le privé c'est 36 000. Mais il avait proposé qu'en 5 ans, qu'il va ramener le salaire, il va créer le SMIC, c'est-à-dire que le salaire minimum interprofessionnel de croissance, sur 5 ans, que le dernier soit à 160 000, qu'il soit fonctionnaire ou privé, en 5 ans. Pourquoi? Parce que c'est là où je suis d'accord avec le docteur Ngon, et c'est une mesure économique. Parce que la révalorisation des salaires ou l'augmentation salariale participe d'une mesure qui va booster la croissance économique, parce que ça va augmenter. Quand vous augmentez les salaires, ça augmente la consommation. La consommation est égale à la production, parce que les entreprises privées vont augmenter les productions, vont acheter des machines de production, et la production va augmenter de nouvelles recettes. Il y aura de nouvelles recettes fiscales pour l'État. Et ça fait donc, on part dans la situation actuelle de notre économie, qui est un cercle vicieux, on va donc partir à un cercle vertueux de l'économie. C'est-à-dire que, et pour le privé, il avait dit qu'il va accompagner, dans son programme, qu'il va accompagner cela par une loi votée à l'Assemblée qui oblige l'État à consommer le contenu local. C'est-à-dire que l'État ayant la commande publique étant la plus importante, on allait obliger à l'État, prenant l'exemple de meubles, au lieu que vous importez vos meubles de la Chine, il est mieux parce qu'il y a des artisans au Cameroun qui sont des meilleurs artisans, ils te fabriquent un meuble, vous pouvez croire que c'est importé de la France, mais pourtant c'est local. Donc on a du bois, les meilleures essences, c'est chez nous, les autres viennent les chercher pour aller fabriquer les meubles, et ce que nous ramènons ici, c'est les déchets. Donc une loi sur le contenu local. Maintenant, au niveau de la fonction publique, je vous dis le plus grand scandale dans ce pays, mon cher Yves Sandio. On parle de la CAN aujourd'hui. Le plus grand scandale, c'est les salaires fictifs. On a préféré multiplier autant de salaires fictifs pour empêcher l'agent de l'État de pouvoir avoir un salaire décent. Quand nous étions jeunes, nous avions des enseignants qui touchaient dans les 400 000, 500 000 francs. Nos enseignants allaient à Camille Toyota, s'acheter une voiture, excusez, c'est sans publicité, excusez-moi, mais j'ai dit des choses qui sont réelles. Aujourd'hui, aller dans un lycée, il y a des lycées tout autour ici de vous. Vous allez voir que l'enseignant le plus riche a peut-être une mobilette ou une bicyclette. Donc, c'est une mesure de comprendre à quel niveau de paupérisation on est arrivé à la fonction publique. Rien qu'en termes de salaire fictif, en 20 ans d'ajustement structurel, le Cameroun a perdu plus de 1960 milliards. À l'époque où le FMI, à travers les parlementaires SIF, ont obligé l'État du Cameroun, à travers le ministère qui est en prison actuellement, Abba, de faire donc, ce que son collègue d'aujourd'hui fait, c'est-à-dire que l'évaluation des salaires des fonctionnaires. On se retrouve à mi-parcours. Le ministre Abba, ministre des Finances à l'époque, avait reconnu qu'il avait décelé le salaire qui était à 36 milliards. Il avait décelé plus de 18 000 fonctionnaires fictifs qui a ramené la masse salariale mensuelle de 36 milliards à 28, ce qui faisait un gap de 8 milliards. Et ça, c'est à mi-parcours. Et l'État perdait tous les mois, en termes de salaire fictif, 8 milliards, fois les 20 ans, ça fait 1920 milliards, rien que ça. Tout récemment, il y a eu dans le rapport de la Chambre de comptes, il fait paix à son âme, puisque je viens d'apprendre que le président de cette auguste chambre est mort. Et cette chambre, dans son rapport 2015, du budget 2015, a sorti que le budget de fonctionnement de l'État, qui était de 2115 milliards, avait été vampirisé à travers les commandes de gré à gré qu'on appelle les 4-9, c'est-à-dire 4 900 000. 40% de 2115 milliards ont été vampirisés, ce qui donne dans les environs de 850 milliards. Vous verrez donc qu'avec tout ça, et ça c'est en mi-parcours, et actuellement le ministre Moutazé reconnaît qu'il est sur 30 000 fonctionnaires, il était à 5 000 dossiers qui sont passés. Ça veut dire qu'il y a 25 000 fonctionnaires fictifs qui continuent à toucher de l'argent de contribuables sans qu'on les identifie. Voilà autant de niches. Et le candidat du SGF, dans son programme, qui est encore sur la toile, beaucoup de gens peuvent aller consulter, a démonté les niches
qui pouvait ramener le dernier salarié à la fonction publique à 160 000. Je vais vous prendre un exemple. Avec 36 250 à Douala, vous touchez 36 200. Pour quitter, vous payez le taxi 250 fois 2 aller-retour. Ça fait 500 francs par jour. Ça fait 15 000 francs le mois. Vous louez une chambre la plus moins chère. Vous êtes seul. Vous n'avez pas une femme, vous n'avez pas d'enfant. Vous êtes seul. Vous louez la chambre, c'est 15 000. La chambre, la dernière chambre dans le quartier, le dernier quartier de la ville de Douala, c'est 15 000. Vous êtes à 30 000. Vous devez manger le petit déjeuner, prendre le petit déjeuner. C'est 500 francs, minimum 500 francs par jour. Vous êtes déjà à 45 000. On n'a pas mis, vous ne vous habillez même pas, vous n'achetez pas d'abord. On s'entend que vous avez le même vêtement tous les jours que vous portez, les chaussures, les mêmes chaussures, et vous ne tombez jamais malade. C'est-à-dire que voilà comment un pays, c'est pour ça, un pays qui ne tient pas les conseils ministériels, le chef d'État ne peut pas être au courant de ces détails. C'est au cours des conseils ministériels qu'il est au courant qu'il y a des problèmes graves. Le pays n'avance pas depuis 36 ans. On n'a pas tenu des conseils ministériels. On en est où? Voilà comment les caisses de l'État sont vandalisés par les camarades de Maître Achou, sont mis complètement à terre, et pour le bénéfice de quelques individus, et les 25 millions autres citoyens sont complètement dans la rue. Moi, je plains le fonctionnaire qui a 44 000 francs. Je plains le citoyen. Il y a même pire que ça. Il y a des gens ici à Dizanga à côté qui ont 18 000 francs. Je ne vais pas citer les sociétés qui les emploient pour ne pas faire le procès à LTM. Moi, je connais des gens qui touchent 18 000, qui se réveillent à 3 h du matin. On les parque dans des camions ou bien... Non, les camions même, c'est un luxe. Je vous dis, dans les tracteurs agricoles, comme du bétail. Et ils rentrent à la fin du mois, ils vont toucher un salaire de 18 000 francs, 20 000 francs. J'ai dit, les salaires fictifs, mon cher Yves, c'est le plus grave scandale dans ce pays. On va sortir de ce sujet parce que le temps malheureusement nous tient à la gorge. Pour aborder la dernière thématique inscrite à l'ordre du jour, nous parlons de la Côte d'Ivoire et je vais peut-être commencer par le docteur Adengoyo. Sur la question ivoirienne, on se pose 2 ou 3 questions. D'abord, pourquoi Gbagbo et Blé sont toujours incarcérés? Bon, vous savez, le droit a ses procédures. Quand vous êtes déjà en contentieux, tant que la dernière instance ne s'est pas prononcée, vous êtes encore susceptible de ne pas être libre. La CPI a une section d'instance et a aussi une section d'appel. Et je crois que l'article 81 donne la possibilité d'interjeter appel. Donc, l'instance s'est prononcée, a donné son verdict. Mais il y a encore une voie de recours. La partie qui s'estime lésée, c'est-à-dire la partie du procureur, a ce droit de recours d'interjeter appel. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ça pouvait également être la même chose du côté des avocats de Gbagbo si l'instance avait rendu une décision qui ne les arrangeait pas. Ils avaient aussi le pouvoir d'interjeter appel. Donc sur ce point, il faut qu'on soit très calme et serein parce que la vérité finit toujours par éclater. L'instance a donné son verdict. Maintenant, à l'appel de se prononcer. Ça ne fait pas de mal. Bon, maintenant, moi, ce qui me gêne simplement dans le fond de l'interjection d'appel du procureur, c'est est-ce que réellement les allégations, est-ce qu'on peut interjeter appel simplement sur des allégations, des présomptions du fait qu'ils ne vont plus se présenter? Quand on lit bien le statut de la CPI, il y a quand même les éléments sur lesquels on peut se fonder pour interjeter appel, notamment erreur de droit, erreur matérielle et tout ce qui va avec. Bon, mais là, qu'est-ce qu'eux, ils se fondent sur quoi pour interjeter appel et pour que l'appel décide d'abord de les maintenir encore en détention provisoire? Donc, c'est toute la question qu'on devrait se poser. Mais dans le principe, puisqu'il existe une instance supérieure à la première instance, alors il est possible que la même affaire soit vue dans cette instance. Alors du coup, on ne peut pas encore crier victoire. Oui, on a crié victoire parce que la décision de l'instance est une manifestation de la vérité. C'est déjà bon. Donc on crie victoire pour dire que la vérité est déjà sur le point de triompher. Mais restons tranquilles, attendons le 1er février. C'est que la cour d'appel, l'instance d'appel va dire... soit va confirmer ou pas, on reste tranquille, la manifestation de la vérité est déjà le canon. Alors, Dr Ngone, vous qui êtes géostratège, spécialiste du Sahel et de l'ouest de l'Afrique, la décision de la Cour pénale vous a-t-il surpris? Bon, je pense que la décision de la Cour pénale, elle est très importante. Parce que, comme l'a dit le président, il y a 2 choses. Il y a la décision de la Cour pénale, qui est la décision de justice. Et il y a la décision de la Cour d'appel.
Surpris, non. Non, pas parce que j'estimais que la présence de Laurent Gbagbo est dénuée de tout fondement, mais c'est à travers une analyse du fonctionnement du système international. On a vu ces dernières années que la CPI perdait en légitimité au fur et à mesure, et surtout en Afrique. Et à partir de 2016 notamment, on a vu le Burundi, l'Afrique du Sud, qui se sont ouvertement prononcés pour le retrait de l'ensemble des États africains de cette instance qui, pour eux, n'avait pas une légitimité. Et on y voyait un acharnement donc, sur l'Afrique tout entière. Donc on se disait qu'on a créé cette instance pour s'acharner sur l'Afrique. Mais il est clair que l'histoire qui a amené Laurent Gbagbo à la CPI, ce soit tout simplement une question de diversion. Diversion pourquoi? Dans un pays en crise, comme la Côte d'Ivoire, déjà une crise qui a commencé en 2002, mais qui s'est accentuée après les élections de 2010, il fallait notamment qu'on sépare les centres de gravité. Les centres de gravité ici, il y en avait deux, qui sont encore divisés en deux. On a du côté de Laurent Gbagbo Blegoudé, un centre de gravité stratégique, donc ça veut dire qu'il commande les opérations, et le centre de gravité opératif, donc ça veut dire que les groupes et autres qui leur sont affiliés. On a de l'autre côté Alassane Ouattara et aussi ses turiféraires, ses partenaires, ses comparses, je voulais dire, qui aussi constituent un centre de gravité stratégique. Donc, en enlevant Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire pour l'amener à la CPI, ça veut dire qu'on dégageait le centre de gravité stratégique pour que le centre de gravité opérationnel meure. Donc, pour qu'on ait un peu une accalmie. Ce n'est pas un hasard si on va vers une libération de Laurent Gbagbo après près de 8 ans de procès. Et notamment au moment où le mandat d'Alassane Ouattara s'achève. Donc, pour moi, c'est un procès de diversion. Maintenant, est-ce qu'il est coupable, il n'est pas coupable? Ils sont tous coupables. Ces 3000 morts ne sont pas morts tout seuls. Ce n'était pas un suicide collectif. Donc, ça veut dire qu'on a des responsables. Mais est-ce que Laurent Gbagbo est le seul responsable? Je ne pense pas. Est-ce que Alassane Ouattara n'est pas responsable? Donc, pour moi, de mon point de vue, c'est un procès politique. Mais il est question de déterminer ici des responsables. C'est quand même des gens qui sont morts. Il faut prendre la conscience, il faut prendre le côté humain de la chose. Donc, pour revenir à la question de la CPI, c'est une instance qui voulait redorer son blason, n'est-ce pas, acquérir une plus grande légitimité, parce que la libération de Laurent Gbagbo intervient aussi avec la libération de Jean-Pierre Bemba. Oui. Même si ce n'est pas pour les mêmes raisons stratégiques, on va se rendre compte que c'est pour remonter l'image de la CPI qui était déjà ternie et qui, si elle continue comme ça, puisqu'elle n'est pas vraiment tenue par les grandes puissances, par exemple comme les États-Unis, cette instance allait péricliter, elle allait disparaître, un peu comme la SDN ou bien un peu comme l'Organisation européenne de défense qui a disparu au détriment de l'OTAN. Et l'OTAN suivi maintenant parce que les États-Unis sont là pour tenir l'institution en marche. Donc, pour moi, c'est une opération de communication sur l'image de la CPI. Maître Achou, peut-être un mot sur cet acquittement-là, avec une projection en attendant finalement que cette juridiction vide complètement ce dossier. Blegoudé et Gbagbo libérés, ça peut changer quoi en Côte d'Ivoire? Oui, avant d'arriver là, j'aime d'abord confirmer ce que le docteur a dit, mais avec la précision que jusqu'à présent, l'appel sur le fond n'est pas encore fait. Ils ont fait appel seulement pour le problème de la levée, n'est-ce pas, de l'acte de détention, n'est-ce pas, de Gbagbo et Blegoudé. Ils ont fait appel uniquement sur cet aspect qu'il faut qu'on examine. Est-ce qu'il faut les libérer avant l'appel qui sera interjecté? Parce que ce n'est pas encore fait. L'appel sur le fond n'est pas encore fait. Bon, moi je pense que c'est à tort parce que, premièrement, c'est les États partis qui déposent plainte. Si c'est moi, Ouattara, j'allais déposer une lettre
de désistement pour arrêter la procédure. Il n'a pas encore fait. Cela veut dire que c'est le Côte d'Ivoire qui est toujours derrière. C'est le pays qui est toujours derrière contre Gbagbo et Blé Goudé. Il n'a pas fait. Cela descend bien sûr le thèse selon lequel ce procès est un procès politique. Politique pourquoi? Parce que Gbagbo gêne un certain nombre d'intérêts. Si vous avez lu le pacte de l'impérialisme, vous allez comprendre pourquoi on s'acharne seulement sur l'Afrique. Regarde ce qui est passé en Syrie, en Irak et autres. Est-ce que vous avez entendu parler, n'est-ce pas, de ces pays? Jamais, on ne parlera jamais. Regarde ce qui se passe avec les Myanmar. On ne parle pas de ces gens de temps. Ils sont en train de nuancer et d'essayer de justifier quoi que ce soit. Bon, comme je vous dis, le CPI est fait seulement pour l'Afrique. Mais nous, les Africains, nous devons être plus intelligents pour comprendre que c'est fait pour nous. Et on prend des mesures, n'est-ce pas, coercives pour sauvegarder l'intérêt d'Afrique. On ne le fait pas. Nous sommes toujours exposés, n'est-ce pas, à leurs caprices. Parce que je comprends que d'après, n'est-ce pas, tous les documents de droits de l'homme, la détention d'un individu est un principe. C'est une exception. C'est une exception. Le principe, c'est la libération. Donc, à partir du moment où quelqu'un est acquitté, il ne devait même pas rentrer en prison. Même pour aucune raison. Il devait d'abord rentrer chez lui, jusqu'au moment où l'accusation, n'est-ce pas, pourrait, n'est-ce pas, justifier ses revendications. Or, nous sommes devant un cas dans lequel, devant une juridiction si importante, que, n'est-ce pas, que la CPI, le procureur n'a pas réussi à prouver, n'est-ce pas, les faits, les charges mises sur Blé Goudé et Gbagbo, et on les a acquittés. Mais c'est le même procureur qui décide que non, on ne les laisse pas. Il faut que je réfléchisse si je dois faire appel, parce que c'est d'abord ça. Il est en train de réfléchir s'il faut faire appel. Mais entre-temps, laisse-le au nouf. Qu'est-ce que ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est l'injustice à mon avis. Ça, ce n'est pas normal. Xavier, est-ce que vous avez également été refroidi? Parce que je rappelle que cette semaine, la presse vous a sollicité pour une réaction de la classe politique sur la libération de Gbagbo et Blé Goudé. La requête du procureur vous a surpris? Bon, oui, tout petit peu, parce que les gars ont d'abord été acquittés des charges qui étaient portées contre eux. Mais moi, ma réaction, je ne vais pas rentrer tout là-bas. Bon, je voudrais d'abord indiquer que Laurent Gbagbo est un ami personnel du Tchaman et que son parti, le FPI, est un parti ami et frère au SDF. Et puis de deux, et qu'il est victime d'un acharnement de Mme Bensouda, dont mes co-panélistes venaient suffisamment de démontrer. Et un acharnement, pour moi, c'est un acharnement laborieux et qui est fini par donner raison à ceux qui disent d'elle que M. Bensouda, son époux, qui est un juif d'origine marocaine, est un ami personnel du couple Ouattara, dont notamment Mme Dominique Ouattara et autres, et qu'il y aura des collisions d'intérêts. Et ça démontre parce que... Et puis de trois, de deux, deuxièmement, s'il vous plaît, deuxièmement, sur les 5 juges en appel, 3 ont accepté la requête de Mme Bensouda. Sur les 3, il y a 2 Africains. Et ça me fait peur. Une fois depuis, l'histoire se répète. Ça veut dire que le néo-impérialisme s'est manifesté à travers ces 2 Africains qui montrent que c'est toujours l'Africain qui a un problème pour un autre. Et ça, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Vous voyez donc que M. Gbagbo et Charles Blé Goudé, mais malgré ça, je reste optimiste. Je suis certain que ces Africains, ces Ivoiriens vont connaître bientôt leur liberté et qui vont rentrer en Côte d'Ivoire. Et le petit conseil, si vous m'autorisez, que je peux donner au président Gbagbo, je peux m'autoriser modestement, c'est qu'en rentrant en Côte d'Ivoire, qui tient un discours historique de réconciliation, et que les 3 présidents qui sont Laurent Gbagbo, Ouattara et le président Bédié, plus faire la paix et surtout la réconciliation. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de la guerre. Parce que si à l'intérieur du cœur, malheureusement, on n'est pas d'accord, en utilisant le système vérité-réconciliation. Merci, merci. L'émission est quasiment terminée. La réalisation nous rappelle à l'ordre. Merci d'être venu ce dimanche. Je voudrais remercier le docteur Raymond Adengoyo, qui est juriste publiciste. 1000 fois merci d'être venu sur les antennes d'LTM ce dimanche. Je remercie le docteur Narcisse Koun, qui est stratégiste, géostratège spécialiste du Sahel
et de l'ouest de l'Afrique. Docteur, merci infiniment de nous avoir apporté de votre science ce dimanche. Xavier Bellémé-Anan, merci. Vous êtes chargé de la communication du Social Démocratique Front. Merci d'avoir fait le déplacement pour LTM Télévision. Je dis également infiniment merci au docteur Achou Julius Ngotabe, avocat au barreau du Cameroun, du RDPC également, c'est sa chapelle politique. Merci d'avoir assisté à ce débat. Merci également de vos contributions dans le cadre de cette émission. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain.